Allez, bonjour à toutes et tous. Je suis ravi aujourd'hui d'accueillir Jamil pour le podcast Les athlètes de l'entreprise. Les athlètes de l'entreprise, c'est un podcast qui est réalisé par Campus Club Formation sur les valeurs de l'activité physique et cérébrale au service du développement personnel et professionnel. Et donc aujourd'hui, on accueille Jamil pour ce podcast. Et avant de lui passer, bonjour Jamil déjà, ça va? Bonjour Lionel, ça fait très plaisir de te voir. Bon. Tu es en forme? Ça va. Alors Jamil nous parle exceptionnellement de Nantes parce qu'il est plutôt à l'étranger en général, soit en Égypte, soit en Grèce. Donc on a la chance de l'attraper par les réseaux français pour le coup, puisqu'il est à Nantes aujourd'hui pour ce podcast. Alors, comme à chacun et chacune des invités, je lui ai demandé sa bio. Alors je le connaissais un peu, mais j'ai appris encore d'autres choses sur lui. Et je vous propose en introduction que vous la lire. Et puis ensuite, on va démarrer bien sûr le jeu des questions. Donc Jamil est né et grandi à Nantes, où dès la classe de première, il jouait déjà au basket, parce que ça a été un fil rouge. Tu vois qu'il y a le ballon qui est pas très loin, là, Jamil, qui est en fil rouge, dans pas mal de. Voilà, un ballon de basket, là, pour le coup. Donc, il jouait quand même de manière à un bon niveau et il poursuivait en parallèle des études de sciences de l'ingénieur. Et tout en préparant son bac, il a joué dans un club à la Baule alors qu'il habitait Nantes. Donc, tu devais prendre le train, comment tu faisais? Tu prenais le train Ouais, et sur la voiture avec un joueur. tu allais avec un collègue joueur. Tu as eu la chance même de jouer avec l'équipe, de t'entraîner à plusieurs reprises avec l'équipe de Chaland, qui était top niveau à ce moment-là. Et d'ailleurs, qui en National 1, qui est un très beau niveau, qui est dans les équipes plutôt top de 3e division, la National 1 du basket aujourd'hui. Et tu as eu la chance de fréquenter l'entraîneur Carmine Calzonetti. Ça veut dire beaucoup de choses. Pour les anciens, ça Ça veut veut dire dire. beaucoup de choses. C'est clair, dans le milieu du basket, qui appréciait pour le coup ton jeu. Et l'année suivante, voilà, tu es passé plutôt dans la partie études pour le coup, pour rentrer en classe préparatoire, voilà, pour aller vers des métiers d'ingénieur. Donc tu as intégré l'école normale supérieure de Cachan, d'où tu es sorti à l'époque, en tant qu'agrégé de génie civil. Et puis, tu as continué le basket quand même en parallèle en National 3, qui est déjà un très bon niveau de basket. Mais par ce que tu indiques là, c'est par manque de motivation que tu as arrêté. Les exigences du sport de haut niveau ne me convenaient plus. Ok, super. Et, euh, et tu as réalisé plein de choses, on va le voir. La recherche en même temps, donc c'était pas simple. Ok, bah oui, parce que tu as eu donc l'agrégation, tu as entamé une carrière d'enseignant-chercheur, par courte durée finalement, parce qu'un manque d'intérêt. Alors, tu indiques peut-être de talent, alors j'en doute un peu, te connaissant, mais voilà. Et une relation difficile, ce que tu indiques là avec ton directeur de thèse, comme quoi, dans les entreprises, dans les écoles, La relation humaine, c'est essentiel. la relation humaine est essentielle. Et donc, tu t'es réorienté pour être enseignant à un lycée qui est très connu sur les Pays de Loire, c'est le lycée de Livette. Et également, tu poursuivais à l'université de Nantes, et c'est pas un vain mot chez toi. Pendant 10 ans, tu as œuvré à renforcer les liens entre l'école et le monde de l'entreprise, et en particulier avec un club d'entrepreneurs qui s'appelle Cobati, et où tu as créé une formation post-bac à la fois européenne et entrepreneuriale. Poste BTS. Post-BTS, pardon. Post-BTS. Et donc, tu as aussi fréquenté, ce qui t'a ouvert aussi, probablement, tu me le disais tout à l'heure, mais le MEDEF, qui a été aussi une rencontre importante, puisque tu as décidé de financer aussi et de rentrer dans le financement d'entreprises. Et donc, tu as rencontré à l'époque Louis Peloux, qui est une figure reconnue du monde immobilier et du MEDEF parisien, avec qui tu as collaboré au sein d'un groupe de réflexion. Donc, ça, c'est un beau. C'est même pas un virage, puisque tu continuais d'être des ministre de l'enseignement. Voilà, c'était en complément de tes postes à l'époque, quoi. Et on y reviendra tout à l'heure. Tu as fait mention de la qualité globale, qui est la qualité totale plus l'impact social. On y reviendra au fil des questions tout à l'heure, avec des projets très concrets, des projets très concrets. Et donc ensuite, c'est là que à l'époque on s'est croisés. Tu étais proviseur à Chemillé, puis lycée également au lycée du Mont Sud, puis à l'international. Donc tu es aujourd'hui, Athènes, Le Caire, Tananarive et à nouveau Le Caire, tu as circulé à l'étranger. Et aujourd'hui, tu travailles dans le secteur privé via le cabinet de conseil Discovery Pass, principalement en Égypte auprès d'investisseurs. Donc, le monde de l'entreprise, le monde du sport, le monde de l'école, puisque on apprend toute sa vie, et grâce à des parcours comme le tien, ça enrichit aussi probablement ceux qui vont avoir le luxe d'écouter ce podcast. Alors,
voilà, pour le débuter, la dizaine de questions là qui va nous occuper dans les minutes qui viennent. Alors, j'ai expliqué que tu étais à Nantes, donc explique-nous cette carrière un peu internationale, même si aujourd'hui tu es à Nantes, mais voilà, tu te déplaces beaucoup, voilà, pour savoir où tu en es de ce côté-là, sur ta géographie. Dans ma vie, je vais m'arrêter un petit peu quand j'ai commencé à être proviseur. Assez rapidement, j'ai eu la chance d'avoir des projets, et on va en parler avec le sport de haut niveau. Et le sport de haut niveau, c'est aussi les déplacements. Et donc, ça m'a donné des idées pour aller à l'étranger. Et j'ai eu la chance d'être retenu pour une première expérience en Grèce. Et d'ailleurs, c'est très, très étonnant parce que quand je suis allé en Grèce, le mois d'octobre, le Mans était joué contre l'Olympiakos. Et je connaissais bien Le Mans parce que je venais du Mans. Et donc, mes élèves ont été très surpris parce que quand je suis allé avec eux voir l'équipe du Mans, et ben il y avait Jérémy Leloup qui dit ah monsieur Majoran, comment allez-vous? Et donc pour les élèves c'était très surprenant de voir leur proviseur qui était intégré dans dans une équipe de d'Euroleague. Donc c'est déjà un petit clin d'œil rigolo à ma carrière. Et donc en fait globalement j'ai travaillé en Grèce et en fait je suis un peu le spécialiste des établissements un peu difficiles. Donc je l'ai envoyé en Grèce pour des problèmes un peu complexes à régler que j'ai réglé. Ensuite je suis allé en Égypte. Là aussi, c'était la révolution. Il y avait une crise dans l'établissement. Donc, je suis allé pour 5 ans. J'ai réglé le problème de la crise et j'ai construit un lycée. Un lycée, le nouveau lycée d'Athènes, du Caire, c'est moi qui l'ai construit. Et puis après, je suis parti à Tananarive pour 3 ans. Et à Tananarive, c'était pas une crise, hein, c'était vraiment une optimisation et un développement. Mais au bout de 3 ans, j'ai souhaité pouvoir faire une expérience un petit peu dans le privé. Et donc, des investisseurs égyptiens m'ont demandé de venir les rejoindre dans un projet de développement. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé aussi en Égypte. Et donc voilà un petit peu pourquoi comme tu le dis, hein, je bascule entre la France, la Grèce et l'Égypte, parce que maintenant je suis en retraite, mais toujours conseiller dans une entreprise qui s'appelle Discovery Pass et qui fait du conseil. Et donc actuellement, je m'intéresse vraiment aux projets globaux, c'est-à-dire les investisseurs dans le monde éducatif sont de plus en plus présents. Il y a beaucoup de pays où le privé est l'acteur numéro un éducatif. Et donc, vous avez des groupes qui font 25 000 élèves, 30 établissements, 25 000 élèves, enfin des groupes énormes. Et ces groupes, aujourd'hui, se posent beaucoup de questions quant à l'évaluation et l'évolution de l'école. Et le système français a des atouts. Des atouts dans sa rigueur, dans sa créativité, Et donc, voilà pourquoi je suis assez sollicité pour essayer d'aider ces groupes à avoir des approches stratégiques dans lesquelles l'enseignement à la française a beaucoup de sens. Et donc, évidemment, aujourd'hui, l'enseignement, c'est aussi la développement virtuelle, la réalité virtuelle, le côté nomade. Est-ce que les élèves iront toujours à l'école ou est-ce qu'ils iront à l'école un peu, ils seront à la maison? Enfin, il y a plein de questions qui se posent et c'est passionnant et donc je reste passionné par tout ça. Mais dans cet élément-là, il y a toujours le sport parce que partout où je suis allé, à chaque fois, j'ai réussi à développer des activités de sport-études. Là, par exemple, en Égypte, là, on a une structure de sport-études et donc on a la numéro 3 africaine de badminton est chez nous et on a 2 joueurs de l'équipe nationale de U17 qui sont au lycée que je travaillais, où je travaille. Donc voilà, le sport est toujours très important pour nous parce que ces élèves-là qui sont des sportifs de haut niveau sont aussi des référents pour les autres. Et c'est ça qui nous paraît très important, c'est vu la médiatisation et l'importance du sport maintenant, même à l'état de jeunes, quand des écoles acceptent de rentrer dans la relation entre écoles sport de haut niveau, eh bien ces élèves-là tout de suite deviennent des référents. Donc le petit joueur loulou qui aujourd'hui dans un structure comme ça, il peut pas parce qu'il est déjà responsable de son image et de l'impact de son image sur ses camarades. Et donc ça, je crois que c'est un des éléments que tu veux valoriser à travers les relations entre les sports et l'entreprise. Les valeurs du sport, elles sont vraiment très importantes, mais elles doivent être maîtrisées. On peut pas les laisser, je veux dire, il faut vraiment les entretenir. Et je pense que vraiment beaucoup de structures sport-études dans les lycées réussissent des choses vraiment intéressantes parce que c'est la chance d'avoir dans le même lieu l'école et le sport, parce que ces élèves sont à la fois élèves et sportifs de haut niveau. Moi, quand j'étais au Mans, il y avait Nicolas Batum qui était présent, avec qui d'ailleurs j'ai encore des contacts, donc bonjour Nicolas. Eh bien, il n'était pas comme les autres. Il allait en Euro, il faisait des matchs de Euroleague comme Jérémy Leloup, et ils étaient aussi élèves du lycée. Eh bien, leurs élèves sont été différentes. Hein. Et donc, je crois que ces convergences-là sont très, très importantes. Et tout à l'heure, je parlais de la qualité globale. Eh bien, en fait, c'est un concept que je crois avoir inventé, maintenant, il y a 30 ans, en disant, en fait, lorsque un entrepreneur vend un objet, c'est la qualité totale. C'est-à-dire que on lui vend un produit avec sa qualité. Mais en fait, ce produit-là, il a un impact. Et cet impact-là, souvent, il n'est pas très valorisé.
Alors, je vous donne un exemple. Moi, quand j'étais prof dans un lycée, on a construit un établissement scolaire. Eh bien, si on n'avait pas été là, l'établissement aurait été imaginé comme un bâtiment comme un autre. Comme on a appliqué la qualité globale, c'est la première fois qu'on le faisait, eh bien, on a inventé un ascenseur, par exemple, qui était instrumenté et qui faisait de la physique. Donc, ça veut dire que l'architecte, l'entrepreneur, parce qu'ils étaient dans une démarche de qualité globale soutenue par le maître d'œuvre, c'est-à-dire que la région, ils ont accédé à réfléchir autrement. Et donc, à l'IVET, par exemple, vous avez un ascenseur dans lequel on peut faire de la physique. F égale N gamma, Newton, on le fait dans sa physique. Et il n'y a pas de secret. Aujourd'hui, lorsque c'est quand les élèves portent les concepts, bah, c'est beaucoup plus important. Et globalement, les élèves peuvent se peser en appliquant Newton et grâce par ascenseur. Donc, grâce à des choses concrètes, en fait, ce que tu m'expliques là, c'est que grâce à des choses très concrètes d'aménagement d'un bâtiment, ça va pouvoir inspirer, au-delà d'inspirer, et même aider au cours, quoi. Concrètement, au cours dans l'établissement. Et par exemple, lorsqu'il y a une vingtaine d'années, lorsqu'on a continué à appuyer cette qualité globale, un concept simple. J'avais des élèves qui partaient à l'étranger. Le ministère des Affaires étrangères construit des bâtiments à l'étranger. Il n'y avait jamais cette relation entre les bâtiments scolaires, les bâtiments construits par les ambassades à l'étranger. Aucune réflexion sur les stages des entreprises qui le faisaient ou qui ne le faisaient pas. Nous, on a intégré, grâce à nos relations avec M. de Charette, une clause spéciale qui disait, voilà, ce projet-là, il a aussi un intérêt éducatif. Et donc, l'entreprise qui a répondu devait avoir un projet éducatif. Et c'est comme ça que nous, on a envoyé les élèves en Lituanie pendant 2 ans. Et ça a eu un impact extraordinaire qu'on n'aurait jamais pu avoir sans cette clause sociale. Et qu'on appelle maintenant qualité globale. Et au fait, ça n'a rien coûté à l'entreprise. Simplement, c'est une réflexion, c'est une posture différente, un intérêt différent. Et à titre négatif, c'est ce partenariat-là qui a fait que une entreprise a été créée par ces étudiants plus tard, dans lesquels je suis devenu acte solaire. Ok. Alors, si je comprends bien, c'est l'ouverture aussi, de manière générale, sur le monde, sur l'entreprise. Hein. Tu as nourri l'école avec de l'ouverture internationale et de l'ouverture sur l'entreprise. Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi un petit bout de ton histoire familiale qui t'engage justement à cette ouverture-là? Alors, effectivement, le hasard veut que je suis le fils d'un boxeur célèbre qui s'appelle Jimmy King, qui est un boxeur américain des années 50. Et donc, si vous allez sur Internet, mais Jimmy King, vous verrez son visage, et ben, c'est mon papa. Et peut-être, même si j'ai pas vécu avec lui, peut-être que de façon dans le sang ou dans les gènes, il y a eu des choses qui m'ont marqué sur l'atout du sport. Mais qu'est-ce qui a motivé alors donc tu as choisi un moment tu as été professeur déjà avec plein de projets quand tu étais à l'IVET, et puis à un moment tu as décidé de devenir proviseur pour le coup et de franchir encore un cap. Qu'est-ce qui t'a motivé dans ce métier-là de proviseur, et qu'est-ce qui a été les perspectives qui ont été une fois que tu as été proviseur? Bien, en fait, quand j'étais enseignant pendant 10 ans, et j'avais des projets qui avaient quand même une certaine ambition. Et donc, assez souvent, je voyais que la clé, c'était le proviseur. Alors, moi, j'ai eu une très bonne relation avec mon proviseur à l'IVET, Monsieur Joubert. Mais je me disais, au fond, ce métier-là, c'est la clé. Si lui ne m'autorise pas à faire ça, si lui ne m'encourage pas à faire ça, je ne pourrais pas faire tout ça. Or, moi, je pense vraiment que l'avenir de l'école, et ça l'a été démontré, hein, c'est son ouverture, sa capacité à apporter de façon explicite sur le terrain, qui m'a poussé à devenir proviseur. Parce que c'était un niveau de responsabilité qui permettait de faire et de ne pas être trop pris par la monstruosité du système éducatif. Parce que dès que vous devenez inspecteur, par exemple, vous devenez responsable de dizaines, voire de centaines de profs. C'est assez compliqué à gérer. Au niveau du proviseur, vous avez le sentiment de pouvoir peser de façon opérationnelle. Et moi, je suis plutôt un opérationnel. C'est pour ça que cette carrière m'a vraiment très satisfait et je suis resté proviseur jusqu'au bout. Mais est-ce que tu as réussi quand même à trouver une autonomie? Parce que j'entends ce que tu dis, on se dit, tiens, l'éducation, le mammouth, avait dit à un moment le ministre de l'Éducation, finalement, alors, pour avoir collaboré aussi avec toi, mais au travers de ce que tu as fait durant toute ta carrière, tu as réussi à construire des choses différentes. Comment on arrive, et s'il y a des gens d'entreprise qui entendent ça aussi, alors on parle de l'éducation nationale, mais dans une grande entreprise, c'est des fois compliqué d'avoir ces initiatives. Alors dans le gros mammouth là de l'éducation nationale, comment, en tant que proviseur, tu arrivais quand même à avoir une liberté de manœuvre et faire des projets? D'abord, ce qui est intéressant quand on est proviseur, c'est que on a un cadre, mais il est quand même aménageable et on a le droit à l'innovation. Donc moi, c'était il y a une vingtaine d'années, a été de façon officielle, on a le droit d'innover et d'expérimenter. Et donc moi, j'ai beaucoup utilisé cette possibilité parce que en fait, si tu expérimentes
et que tu démontres l'efficacité de ce que tu fais, en général, tu n'es pas empêché. Ce qui est très difficile après, c'est de diffuser, c'est-à-dire que tes bonnes idées, les bonnes pratiques diffusent. Mais en fait, des bonnes pratiques dans l'éducation nationale et dans l'éducation, il y en a beaucoup, 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 et des choses exceptionnelles. Ce qui est très difficile, c'est leur diffusion, parce qu'on considère souvent que la diffusion, elle est liée à la personne et tout ça, ce qui n'est pas vrai. C'est le système qui n'est pas encore bien organisé pour diffuser. Le système est très bien fait pour du bas vers le haut, top down, je crois que c'est comme ça qu'on dit, top down, et pour down top, c'est plus compliqué dans le système éducatif. Et c'est ça vraiment le problème. Alors, moi qui ai travaillé un peu dans le privé, dans les écoles privées avec des réseaux beaucoup plus petits, hein, puisque l'éducation nationale, c'est 1 million de personnel, c'est des milliers d'établissements. Moi, je travaillais pour un groupe qui avait 9 écoles. Donc, c'est quand même, ça devait être 10 000 élèves, 12 000 élèves, 9 écoles, c'est quand même mais là, une grande autonomie. Par contre, la difficulté, c'est la rentabilité, parce que ces écoles-là sont toutes dans des schémas de rentabilité. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir le triptyque qualité, 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 rentabilité, efficacité. C'est ça vraiment dans le bout de l'entreprise que j'ai appris, parce que là, il y avait un enjeu de rentabilité. Ce qui est pas forcément négatif, puisque ça peut aussi ouvrir des portes différentes et regarder sur la chose. De réfléchir différemment, hein, comme tu dis, regarder autrement. Donc, on a bien compris que le basket a été un peu ton fil rouge, hein, dans ta carrière. Donc, bon, on s'est croisés il y a plus de 25 ans maintenant, quand tu étais proviseur du lycée de Chemillé, lycée professionnel à Chemillé. Alors, pourquoi tu m'as contacté à l'époque? Parce que moi, j'étais directeur du club. Où t'es venue cette idée d'aller dire, tiens, je vais aller démarcher le directeur de Cholet Basket? Alors, le hasard, j'étais du monde du basket, dans le monde du basket. Et à Nantes, il y avait Rebattet, un coach qui avait des joueurs américains. Et un jour, je parlais avec lui et je me disais, tiens, moi, quand j'étais prof à Libéda, je me disais, mais tous nos élèves, ils ont un niveau très faible en anglais, ils n'ont aucune relation avec de l'anglais natif, alors qu'ils avaient des joueurs américains à Nantes. Et il y avait même à l'époque un Irlandais qui s'appelait Johnson, je crois, qui jouait au FC Nantes. Donc il y avait les élèves parlaient de ces gens-là, donc c'est là que c'est te dire. Et puis quand je suis donc arrivé à Chemillé, je me suis dit, ben, cette idée-là, comme je suis proviseur, maintenant je peux la mettre en œuvre. Et donc je t'ai contacté. J'avoue que t'as été d'une approche très facile. Ça, je le dis à tous les dirigeants, hein, soyez facile d'accès, parce que ça vous permet d'avoir des belles rencontres. Et donc, très facilement, ça a été possible de te rencontrer. Et je crois que tu as compris tout de suite la convergence. C'est-à-dire, moi, j'étais à Chemillé, le plus petit lycée de l'académie. Vraiment un lycée atypique. J'étais jeune proviseur. Et au fond, grâce à toi, on a fait une première. C'était de faire que l'école, enfin que le club de sport professionnel Cholet Basket était devenu un lieu d'expérimentation pédagogique. On a fait de l'anglais, on a fait des mathématiques, on a fait l'entrepreneuriat avec vous, et c'est ainsi que moi, j'ai pu rencontrer le MEDEF au plus haut niveau. Parce que le MEDEF, quand ils ont vu ça, ils n'ont pas vu Cholet Basket comme club de sport, ils ont vu Cholet Basket comme entreprise. Et ils se sont dit, bah, c'est quoi ce truc? Une école qui s'appuie sur une entreprise pour faire des mathématiques, pour faire de l'anglais, pour faire de l'entrepreneuriat, ça m'intéresse. C'est clair, c'est clair. Je me rappelle en particulier la sortie au cinéma qu'on avait fait avec Diron Ice, qui est son fils. Alors déjà, Diron était quelqu'un de célèbre, mais son fils a pris encore une autre dimension. Et on avait été voir American History X, le film, et les élèves avaient pu, à l'issue, alors il n'y avait pas que les élèves de ton lycée d'ailleurs, il y avait plusieurs lycées qui étaient représentés, ouais. Et public et privé, moi je me rappelle aussi ça, qu'on avait réussi quand même à rapprocher le public et le privé autour de ce projet-là, quoi. Et ça, c'est une belle réussite, je pense. Et d'ailleurs, Chemillé était très heureux de ça, parce que ça veut dire que Chemillé avait été juste le petit déclencheur, et après il y avait eu Renaudot, les lycées privés, tous les lycées avaient été engagés, et moi je me souviens que on avait aussi trouvé une entreprise française, nantaise, qui s'appelle ITI, dirigée par monsieur, j'ai oublié son nom, qui nous avait financé le déplacement de 2 élèves au Real de Madrid, dans le cadre de l'Euroleague. Donc imagine, tu te rappelles la dynamique qui s'avait générée dans les lycées, tu vois, il y a une possibilité, et il y aura 2 élèves qui vont partir en déplacement au Real de Madrid. Et donc ça, 2 élèves au centre glacé, mais c'est des centaines d'élèves qui ont été impactés, des centaines de parents qui ont été impactés. Et ça, c'était fabuleux, fabuleux. Ça crée à l'époque une dynamique. Monsieur Launay, le directeur de l'ITI, le propriétaire de l'ITI, c'était Monsieur Launay à l'époque. Launay, d'accord, ok. Et c'est vrai que ça a été une belle réussite à l'époque. Et en parallèle d'ailleurs, on va paraître des vieux là pour le coup, mais le site, ça a permis aussi de financer le lancement du site internet, hein, de Cholet Basket, hein, parce qu'on est dans les années avant les années 2000 où
les clubs commençaient à s'équiper on va dire, de support digital, hein, mais on avait intégré des modules d'ailleurs sur le site internet à l'époque, des modules d'anglais, de maths, voilà, qui étaient support pour les lycées. Donc on est au cœur, on va dire, de la collaboration entre l'entreprise et entre l'entreprise. Dubos, pas concret, c'était Dubos, c'est un joueur. Fabien Dubos, ouais. Fabien La question c'était, est-ce que Fabien Dubos est à des dimensions normales? Et donc, un prof de maths de Renaudot, le terminal C, avait utilisé toutes les lois normales et les lois de statistique pour savoir si, est-ce qu'il était normal. Et en fait, la démonstration, c'était oui, il était hors norme en termes de taille, mais dans ses proportions, il était normal. Donc, c'était vraiment intéressant de voir comment, sur une question assez rigolote et un petit peu publique, eh bien, des élèves de terminal C avaient appliqué des éléments de théorie très, très sophistiqués. Ouais, des règles de calcul à l'époque, quoi. Et alors, on parle de formation, on parle d'accompagnement, de collaboration avec l'entreprise. Si on fait un focus plus sur les lycéens et l'éducation, parce que Campus Club, c'est les valeurs des activités physiques, des activités cérébrales au travers de l'épanouissement, le développement. Comment tu vois, toi, les changements qu'il peut y avoir dans cette dimension-là, des activités physiques et cérébrales pour que les jeunes se développent, et les jeunes et aussi les moins jeunes qui sont des salariés, des managers qui vont écouter ce podcast. Comment tu vois les choses, toi, l'éducation, le grandir, en gros, dans ces fonctions? Moi, je pense que c'est quand même une grande dimension qui a changé depuis maintenant une quinzaine d'années. C'est la notion des soft skills. C'est vrai que dans le système français, on était quand même très sur les hard skills, c'est-à-dire les académiques, les maths, la physique. On était bon parce qu'on était bon en maths, tout ça. Et là, je pense qu'il y a une vraie révolution. Maintenant, pour un petit Français, c'est clair que sa réussite, ça va pas simplement être sa capacité à avoir des bonnes notes. En plus, maintenant, il y a le développement des cours particuliers, donc en fait, d'avoir des bonnes notes, c'est pas si compliqué que ça. Mais en fait, ils se rendent maintenant tous compte que c'est d'autres dimensions qui jouent. Alors, c'est vrai que ces dimensions-là, elles apparaissent aussi dans le sport. Et moi, je suis toujours étonné quand je vois mes petits enfants qui jouent au basket, voir comment il y a du respect pour des joueurs qui ne sont pas forcément les meilleurs, mais qui ont du charisme, Moi, je pense pas qu'à cette époque-là, j'y étais sensible. Aujourd'hui, je vois que il y a certaines dimensions qui sont prises en compte, et même chez les professeurs maintenant, on a de plus en plus de stratégies où les élèves s'entraident, et là, on voit ceux qui ont ces compétences-là pas être les meilleurs élèves en termes académiques, mais ceux qui font que le projet se passe bien, que le projet avance, que le projet aboutit. Et il y a aussi une dimension qui est de plus en plus importante, et moi je le vois avec les élèves qui sont dans les lycées internationaux, c'est que la compétition avec les autres universités, avec les autres profils, elle met en évidence ça. Donc ça veut dire que maintenant, lorsque vous avez 22, 23 ans et que vous allez chercher un emploi, eh bien, toutes ces dimensions sont en jeu. Et donc, Parcoursup, là c'est l'actualité, Parcoursup, qui vient, on vous demande qu'est-ce que vous avez fait en dehors de l'école, qu'avez-vous apporté en dehors de l'école. Et donc il y a cette appétence, et comme elle est valorisée, c'est ça qui est assez super maintenant, elle est valorisée. Donc l'élève qui a fait qui a aidé, qui a été très bon sportif, il est valorisé. On dit ce garçon-là, il a plus de chances peut-être pour rentrer même à Polytechnique parce qu'il a ça. Il y a une notion multidimensionnelle d'évaluation de la personnalité. C'est plus seulement les compétences techniques, mais les compétences comportementales, on va dire, qui deviennent essentielles. Et c'est le cas aussi, évidemment, à l'école et dans les universités. Et c'est aussi vrai dans les entreprises aujourd'hui. De plus en plus d'entreprises font des recrutements différents. Parfois, on fait faire du sport à des DRH et puis il y a des demandeurs d'emploi pour, dans les stades de l'emploi, par exemple, pour justement que les gens, sans savoir qui est qui, puissent s'évaluer dans un cadre. Se valorise. Il peut se valoriser différemment. Et ça, c'est très important. Ouais. Et la place du digital dans tout ça aussi qui révolutionne l'intelligence artificielle, le digital en général, qui révolutionne la vie d'un salarié, qui révolutionne probablement aussi la vie des professeurs et la vie des écoles, que ce soit d'ailleurs les écoles, les collèges ou les études supérieures. Alors, c'est quoi ton avis là-dessus? Alors, moi, mon avis est un peu mon expérience, parce que dans l'école, avec un de nos partenaires égyptiens, on a expérimenté depuis 3 ans une plateforme de réalité virtuelle où des élèves, avec leurs professeurs, vont se promener dans des mondes virtuels. Et donc, ça veut dire que c'est plus l'élève qui rencontre son professeur, c'est l'avatar de l'élève qui rencontre l'avatar de son professeur, et qui vont faire des expériences virtuelles, mais qui sont aussi des vraies expériences. Alors, un exemple, il y a des élèves qui vont étudier un roman de science-fiction qui se passe sur la Lune, ils étudient un livre, et puis à un moment, ils disent, on va essayer de créer une suite à tout ça. Comment on va la créer?
eh bien, les élèves embarquent concrètement leurs avatars embarquent dans une station et ils vont sur la Lune et rencontrent leur professeur. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que là, ça démultiplie complètement la créativité. Ce qu'on avait noté, c'est que, et en particulier les élèves qui sont un peu plus dyslexiques, qui sont un petit peu en difficulté parfois à l'écrit ou à l'oral, eh bien, parce qu'ils vont faire une vraie expérience dans laquelle ils peuvent s'exprimer, eh bien, il y a une créativité qui est très, très remarquable. Et dans cette même logique, on a aujourd'hui des avatars un peu automatiques, grâce à l'intelligence artificielle, qui répondent aux élèves. Donc, vous avez des élèves qui voient leur prof, alors c'est pas leur prof, hein, c'est un avatar qui est à la tête de leur prof, et qui, avec qui ils peuvent dialoguer. Et on voit que ça donne ça remplacera pas les professeurs, mais ça va quand même avoir un grand impact quant à la façon de travailler des élèves. Et donc aujourd'hui, c'est une vraie évolution. Hein. Il y a des dizaines et des dizaines de sites qui sortent, des dizaines de formations qui se mettent en place, beaucoup d'établissements se mettent en marche là-dessus. C'est un vrai sujet et je pense que dans 1 an, 2 ans, si on se revoit à nouveau, j'espère, il y aura des avancées significatives parce que ça va très vite et surtout les élèves le portent. La grande nouvelle en ça, c'est que les élèves le portent. Quand eux, ils ont été voir ChatGPT ou le chat et ils ont été dire ah, j'ai discuté avec un tel, il m'a dit ça, et le un tel, c'est pas un individu. C'est un avatar, quoi. C'est un avatar. Donc, il faut vérifier la vérité. Il y a plein de formations à avoir, d'éthique, mais c'est vraiment révolutionnaire. Ok. Si je comprends bien, c'est, on va dire, le bon côté de l'IA ou de la progression, hein, ou de la réalité virtuelle, là, comme tu le cites, bah, c'est que ça pousse aussi les jeunes à imaginer des choses, enfin, à aller creuser aussi leur imagination et qu'ils sortent de leur cache-camp habituel. Hein. Et je pense que c'est vrai aussi pour les entreprises, hein, bah, d'aller sur ces schémas-là. Tiens, si on top ce nouveau client-là, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? On peut imaginer des choses aussi. On avait un programme sur l'entrepreneuriat avec des jeunes de seconde. Et à la fin de leur projet, ils présentaient leur projet entrepreneuriat à des entreprises. Et en fait, on se rend compte qu'ils ont une créativité qui est très décalée, très naïve. Et donc, il y a un entrepreneur qui avait demandé à ce qu'un des jeunes vienne chez lui pour penser un petit peu sa relation client. Alors, le jeune n'a pas osé le faire. Il n'a pas osé le faire. Mais j'avais trouvé ça intéressant que devant la qualité et le côté out of the box des élèves, c'est une entreprise c'est dans le domaine de la restauration. Hein. Il s'est dit eux, moi je veux qu'ils viennent chez moi pour qu'ils me disent comment ils pensent ça. Et les élèves n'ont pas osé. On n'a pas encore été assez loin. Peut-être que plus tard ils seront plus à l'aise. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce cas-là, on voit que l'école peut apporter à l'entreprise. Parce que souvent on voit le schéma école-entreprise où c'est l'entreprise qui apporte à l'école, soit de l'argent, soit des ressources, soit des. C'est vrai. Des fois, l'école, elle apporte à l'entreprise. Et avec ce monde-là, ça va être de plus en plus vrai. Ça va être de plus en plus vrai. Tu vis donc entre la Grèce, l'Égypte, un peu de temps en temps la France. Tout à l'heure, tu as dit, ce qui n'est pas forcément ce qu'on entend toujours, que bah, l'éducation française, finalement, elle n'est pas si mal que ça. Alors, c'est quoi ton idée là-dessus, hein, avec toutes tes expériences à l'international, ce que tu connais de l'éducation française, et voilà, c'est quelle mesure tu fais de ça? D'abord, je pense qu'on sous-estime complètement l'exigence de l'éducation nationale française. Si on est toujours centré sur nous-mêmes, mais si on compare, il y a quand même beaucoup d'exigences. Donc, quand nos élèves, par exemple, donc moi, j'ai des lycées français dans le monde entier. Quand ces élèves-là vont dans l'université en Grèce, à Madagascar, enfin Madagascar moins parce qu'ils vont pas à Madagascar, ou ils vont en Égypte, eh bien, des élèves français sont très efficaces, Alors, c'est un public très particulier, mais quand même, le programme français est bien très reconnu et très valorisé. Et ça, il faut pas l'oublier. Et donc, quand il est combiné à des soft skills, à des situations de projet de soft skills, ça fait un système très performant. Et il y a aussi une dimension non négligeable, c'est que dans un certain nombre de pays, l'anglais est installé. Et donc, pour beaucoup de familles, le fait de pouvoir parler français, c'est une façon de se différencier, mais aussi d'avoir un apport culturel différent. Parce que les familles dans lesquelles je vis sont plutôt des familles qui ont un projet international. Et l'international, c'est pas que la langue, c'est aussi la culture. Et donc, pouvoir intégrer des lycées français, c'est aussi intégrer une troisième culture. Parce que, par exemple, un petit Égyptien qui vient dans un lycée français, il est d'abord égyptien. Le système français, il apprend une culture à la française, mais le système anglais est très présent en Égypte, donc il a aussi cette impact. Et il peut comparer, et surtout, il peut comparer, et donc ça vous donne une grande richesse. Et on voit bien que dans ce monde mondialisé, se trouver son identité, c'est pas simple. Et donc, plus on a d'expérience, plus de repères, mieux c'est.
avec cette triple culture pour un petit Égyptien, comme tu le dis, hein, anglo-saxonne, française, et si bon au lycée français auquel tu participes, quoi. Très rigolo, c'est qu'il y a 2 ans, on avait une coopération avec une école de Paris, 14e. Donc, nos élèves égyptiens, quand ils ont fait, alors ils sont pas déplacés, ils se sont vus en visio, mais ils imaginaient que tout petit français, c'était des Jean René, des Louis, des Pierre, et ils se sont rendus compte qu'une classe de petits français dans 14e, c'était pluriculturel, et ça les a et ça les a rassurés. Ça va rassurer aussi sur leur capacité à sortir et à partir à l'international aussi. Mais le monde est pluriel, parce que même la France l'est, donc ils se sont dit, si la France l'est, c'est que le monde est comme ça. Tu as eu plusieurs casquettes donc en entreprise, dans des écoles, aujourd'hui aussi dans des écoles internationales privées. Mais c'est quoi si tu mets en parallèle ce que tu as fait en entreprise et ce que tu as fait à l'école, qu'est-ce que tu retiens de tout ça, voilà, ton expérience, on va dire, d'entrepreneur là pour le coup? Alors c'est vrai que actuellement, je suis actionnaire de 2 entreprises. Une entreprise à Madagascar qui fabrique des sacs bidons, donc on transforme des bidons en sacs. Alors si vous allez à Madagascar, vous pourrez les acheter. Et bientôt à Maurice et à La Réunion, ça s'appelle Sarican. Je participe aussi à une entreprise de conseil qui s'appelle Discovery Pass. Mais c'est vrai que dans à ta question, je voudrais utiliser l'expérience que j'ai sur les sacs. Parce que c'était un peu la fin de ma vie, que j'avais un côté un peu industriel. Et donc, je devais travailler sur les process. Et donc, j'avoue que j'étais très, très surpris par la rigueur. La rigueur et un sac, il doit être parfait. On voit un produit, ce produit, il est parfait. Quand dans l'éducation, les élèves, ils ont entre 12, 15, 14, 8, 9. On n'a pas cette expérience de l'entreprise où bah, on vend un sac. Le sac, s'il est vendu, il est parfait. Donc, ça veut dire que lorsque je travaille avec, d'ailleurs, euh, mon collègue actionnaire, c'est un ancien élève de l'IVET avec qui on s'est associé pour faire ça. Donc, le prof et l'élève se sont rejoints. D'ailleurs, c'est un Vendéen qui s'appelle Monsieur Franck Potero. Là, c'est vraiment la rigueur. J'ai trouvé que dans l'entreprise, il y avait une idée de, c'est pas forcément très dur ce qu'on a à faire, mais ce qui est dur, c'est de le faire tout le temps comme prévu. Et ça, je pense que dans l'école, c'est une dimension qu'on n'a pas forcément en tête, parce qu'on met des grilles, on met des évaluations, et peut-être que c'est pas besoin de le faire à l'école, mais en tout cas, ça, c'est une dimension qui va beaucoup marquer dans l'entreprise en me disant, j'ai découvert ça il y a 10 ans. Il y a 10 ans, j'avais pas cette notion-là, que quand on vend, quand je prends une voiture, elle est parfaite, sinon je pas. Et ton expérience, si tu regardes dans le rétroviseur toute ta carrière, initiative, école, entreprise, étranger, c'est quoi ta plus belle réussite? Tu regardes dans le rétroviseur. C'est très difficile, hein. Mais en fait, je pense que je suis très content d'une chose, c'est d'avoir formalisé le concept de qualité globale. Parce que je l'ai formalisé et je l'ai appliqué et je me rends compte que maintenant, c'est vraiment comme ça que beaucoup de gens réfléchissent. Et il y a le marketing, c'est la qualité globale. Et je pense que ce concept-là, qui était quand même assez novateur à une époque, eh bien, aujourd'hui, c'est peut-être ce qui va faire que notre monde, il va être vivable. C'est-à-dire que les entreprises, les produits vont être forcément vendus avec cette qualité totale et cet impact social parce que le client, il va comprendre que c'est l'enjeu numéro un, c'est la totalité. Si j'ai un yacht, si j'ai un yacht qui va détruire la planète, il y a un moment, je n'ai plus acheté de yacht. Donc, si je veux continuer à développer des yachts, il faut que ces yachts ne développent plus la planète. Si je vends des saucisses et que, en vendant des saucisses, j'ai autour de moi des gens qui viennent de plus en plus pauvres et qui n'arrivent, ben, je dois participer à l'éradication de la pauvreté. Donc, quand je vends des saucisses, là, j'aurai aussi cet impact-là. Et ça, je pense que je suis assez content d'avoir pu conceptualiser ça à une époque où les gens, quand je présentais, les gens voyaient à peu près sur les cas que je présentais, mais ils voyaient pas du tout ils voyaient pas du tout la dimension. Perspective, la dimension et perspective, quoi. Et est-ce que la question que j'aurais envie de te poser, hein, tu as cité d'ailleurs dans voilà, qualité globale avec l'exemple que tu as donné en Lituanie, l'exemple que tu as donné en Pays de Loire avec la région, mais
C'est quelque chose que tu as rédigé, c'est-à-dire aujourd'hui, si on dit tu as écrit un bouquin, tu sais, j'ai écrit un article dans un symposium en Lituanie sur la qualité globale. Mais j'avais intention à l'époque de faire une thèse. Mais en fait, je suis allé voir un ami qui est sociologue. Il m'a dit que c'est pas la sociologie, c'est plutôt de l'économie. Et son ami d'économie qui ne connaissait pas, hein. Lui, il me dit c'est pas l'économie, ça c'est. Et donc ça va pas. C'est entre deux quoi. C'est pour ça que c'est bien d'ailleurs. C'est pour ça que c'est bien. C'est un peu entre deux. Et je pense que peut-être que ça c'était il y a 20 ans. Peut-être que aujourd'hui j'aurais un endroit où je pourrais travailler le sujet. Mais au fond, je l'ai gardé pour moi et c'est un des éléments du cabinet Pass qui développe des stratégies d'entreprise. Enfin, pour nos partenaires investisseurs d'éducation, nous on applique la qualité globale. Donc on a des projets que j'espère bientôt pouvoir te présenter seront complètement décalés parce que ils intègrent cette qualité globale qui offre de perspectives toutes nouvelles. Alors un exemple qui est très récent, il y a 15 jours, donc Discovery Pass a organisé la première compétition de e-sport entre lycées avec une plus-value éducative qui est le français. Donc c'était FIFA, les élèves jouaient FIFA, la FIFA, et compétition sur les commentateurs. Et les commentateurs étaient aussi évalués sur le français. Et donc la finale était extraordinaire, puisque la finale, c'était les deux équipes, deux joueurs finalistes, et il y avait deux commentateurs qui étaient finalistes. Un commentait la première mi-temps, le deuxième mi-temps. Mais là, ça veut dire qu'il y avait une centaine de gamins parce qu'on faisait l'expérience, donc centaines d'enfants qui étaient présents, pas un bruit, parce qu'il y avait des commentateurs en français et qu'il fallait les évaluer et donc les écouter. Et donc là, on a vu qu'il y avait une dynamique extraordinaire du e-sport, c'est une dynamique extraordinaire pour les élèves, mais qui avait une réelle plus-value éducative et les gens qui ont vu ça, et en particulier Orange, un des partenaires c'était dans le cadre de la francophonie, et donc Orange qui a eu ça, dit bah c'est extraordinaire, c'est génial. Et Orange Téléphonie, moi ça m'intéresse de regarder qu'est-ce que vous voulez faire avec ça. Donc voilà, la qualité globale, ça ouvre des opportunités très intéressantes. Bon, le e-sport, évidemment, ça va devenir un acteur éducatif. Il y a plein de gens qui y pensent. Pour l'instant, ça ne se fait pas, mais enfin, ça se fait par des choses ponctuelles. Il y a pas ce que précisément dans un plan stratégique. Alors qu'en fait, c'est un enjeu majeur. C'est un enjeu majeur. Alors juste, on est quasiment à la fin, mais parce que c'est avec mes mots, mais je trouve que à l'époque, quand on s'est croisé il y a 25 ans, tu cassais les codes. Je crois que tu l'as fait un peu durant toute ta carrière. Est-ce que tu auras un conseil à donner, voilà, à des jeunes, à des entrepreneurs, à des dirigeants, comment casser les codes? Alors, en fait, c'est vrai que peut-être que j'ai cassé les codes, mais surtout, j'ai été moi-même. Donc, ce que j'ai eu la chance, c'est d'assez rapidement savoir ce que j'aimais et ce que j'aimais faire et ce que je faisais bien. Et après, j'ai été moi-même. Alors, moi, ce que je dis souvent à mes élèves, mais aussi maintenant, hein, comme je suis vieux à des gens un peu plus âgés, mes élèves qui sont un peu plus âgés et qui se posent des questions, je leur dis qu'il y a vraiment une chose qui est vraie, c'est que quand on pense à quelque chose, ça se passe jamais comme prévu. Ça se passe jamais comme prévu. Donc déjà, pas se dire, ça se passera pas comme prévu, mais je vais y aller. Mais deuxième élément, accepter l'échec. Je peux me tromper et je vais me tromper. Et troisième élément, peut-être le plus important, c'est penser bonheur et plaisir. Car je pense que je pense qu'on ne peut pas se réaliser. Je suis persuadé qu'il y a des grands joueurs de basket qui sont les plus grands, je ne veux pas les plus grands, mais et qui sont malheureux. Et ça, je pense qu'à la fin de sa vie, lorsqu'on se regarde et qu'on s'écoute, on se dit, bah, je voudrais bien être heureux. Et donc, cette notion de être heureux, c'est quelque chose qu'il faut se poser quand même souvent. Et puis, dernier petit conseil, le mouvement, oser et avancer. Ok, super. Alors, on va passer pour conclure au portrait pile ou face. Alors, je vais te proposer des mots. Il va falloir que tu sélectionnes ce qui te parle le plus en expliquant le pourquoi au-delà du choix. Alors, si tu choisis, tu auras deux mots, hein. Donc, il y a un mot que tu dois choisir. C'est on jette comme au toss, hein. Tu sais, quand on jette le toss, alors au début du match, alors pas trop au basket, ça se fait pas, hein, sous cette forme très cérémoniale du football, hein. Football, on a la pièce qui vole, qui tombe et tout ça. Alors, donc là, tu vas choisir à ta moitié de terrain, on va dire ça comme ça. Alors, premier choix, c'est cérébral ou sportif? Sportif, parce que il y a la notion de plaisir, évident. Ok. Et donc, je dois choisir entre sport et cérébral. Moi, j'aime le plaisir et j'aime me faire plaisir. Ok. Talent ou entraînement? Je mettrais talent parce que le talent, c'est se connaître. Et donc, ok, il faudra travailler, mais il vaut mieux aller sur les choses où on se connaît, où on se connaît. Et donc, le talent, en général, on sait quoi, du talent. Ok.
Le talent, c'est se connaître. J'aime bien, je l'ai noté, cette formule-là. On pourra la mettre dans notre conclusion tout à l'heure. Réunion ou brief débrief? Alors, brief, débrief, même si c'est beaucoup de réunions, parce que ceux qui me connaissent, mais j'aime bien brief, débrief, et direct, et à chaud. À chaud, ok. Pourquoi à chaud d'ailleurs? Pourquoi c'est important? Pourquoi à chaud? Quand on est à chaud, lorsqu'on est en confiance, lorsqu'on est dans une structure de confiance, à chaud, c'est bien parce qu'on se dit les choses telles qu'on pense. C'est pas bien lorsqu'on est dans des structures qui n'est pas en confiance. Là, c'est dangereux parce qu'on ne sait pas comment l'autre va réagir à ce que je vais dire. Mais moi, j'aime bien les réactions où c'est à chaud et on se dit les choses et après on analyse et on prend du temps pour analyser. Mais à chaud, on dit ce qu'on a ressenti. Mais par contre, pour faire ça, il faut être dans une ambiance de respect et de dire, je peux dire, et même si c'est choquant, je sais que l'autre va l'entendre, il va respecter ce que j'ai dit ça, j'ai pensé ça un instant. Mais par contre, il faut que le système l'accepte. Et dans mon organisation à moi, toujours, je dis, vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais gentiment, c'est tout. C'est établir un cadre de confiance, ce qu'on pourrait dire. Même ce que je dis est peut-être choquant, c'est important de le savoir. Alors, bon, je crois avoir la réponse, mais tu sais que moi, je te questionne là de Vannes. Et à Vannes, il y a un truc qui s'est passé quand même récemment, c'est qu'il y a un club au plus haut niveau. Alors, la question que je pose toujours, c'est ballon de basket ou ballon de rugby. Alors, je pense avoir la réponse, mais je te la pose quand même. Oui, là, je vais parler parce que j'aime le plaisir et moi, le basket. Le basket. Alors, une petite question au clin d'œil aussi pour le passé, on va dire ça comme ça. Ce sera plutôt un pitch ou une banane? Alors là, t'es obligé de te mouiller. Hein. Ouais, et ben je vais dire pitch parce que c'est là que j'ai commencé. C'est parce que c'est grâce à pitch que j'ai commencé ce que j'ai pu faire. Ok, super. Apprendre ou enseigner? Enseigner parce que ça veut dire qu'on a appris. Ok. Alors, dans le monde de l'éducation, et c'est vrai, et là, le parallèle entre l'entreprise et c'est au cœur de la collaboration entre les entreprises et l'école, stage ou alternance? Alternance, parce que dans l'alternance, il y a la notion d'impact sur l'entreprise et la responsabilité de l'apprenant. L'apprenant, lorsqu'il est en alternance, il est modeste, mais il est sûr d'avoir une responsabilité et de la continuité. Ok. Ce qui n'est pas toujours le cas en stage, peut-être. Stage. Ok. Vision ou mission? Alors j'aime bien le mot vision, parce que le mot vision, il englobe plus généralement, il est plus global. C'est-à-dire, j'ai une vision globale des choses et je vois un peu un monde, et donc dans ce monde-là, d'ailleurs, les missions peuvent s'intégrer, mais j'ai une vision. Et je pense que les entreprises qui marchent, elles ont des visions. Et elles déclenchent leurs actions et donc leur mission peut-être ensuite. Peut-être ensuite. Allez, une dernière avant qu'on fasse la conclusion. Organiser ou improviser? Et il faut que je choisisse. Vu mon tempérament, j'aime bien fission, donc improviser, mais avec ses limites, parce que improviser sans organisation, ça marche pas. Ah, ça marche pas. Il faut un bout d'organisation. Il y a sa nature profonde et puis après, il y a le quotidien qui revient au galop. Il faut quand même mettre ça dans un plan. J'ai une femme qui est très organisée et on fait un bon duo. Bon, c'est ce qu'il faut. Il faut être complémentaire, des duos complémentaires, que ce soit dans un couple ou que ce soit dans l'entreprise. D'ailleurs, hein, c'est dans les différences qu'on fait la complémentarité. Hein, ça, c'est sûr. Ça, c'est une règle énorme. Alors, en tout cas, moi, j'ai bien aimé ton analyse sur le talent. Hein, je reprends la phrase que tu as. Le talent, c'est se connaître. C'est sans doute la première pierre à l'édifice. Je sais pas ce que tu en penses. Ah oui. Et comme ça, on le gâche moins. Parce que quand on le sait pas, quand on se connaît, on peut le gâcher. On connaît beaucoup de talents qui sont gâchés, mais parce qu'ils ne savaient pas qu'ils avaient ce talent. Ouais, il faut chercher son talent. Il faut se faire aider, faut s'intéresser, il faut regarder des choses, il faut s'impliquer et surtout demander l'avis des autres aussi, hein, toujours, hein, de ses proches, peu importe. Alors, est-ce que tu as un mot de la fin pour voilà, hein, je te rappelle, voilà, c'est des athlètes de l'entreprise. Est-ce que juste pour conclure, ça t'inspire quoi le titre du podcast? D'abord, je trouve que c'est une très bonne initiative et je suis très fier d'avoir été dans les premiers, avec un regard un peu différent. Mais ce que je vraiment voulais te dire là, c'est que tu vas t'adresser à des entreprises, parce que quand même, je pense que l'idée que le monde du sport est un vivier pour la formation et la stratégie pour entreprise. Moi, j'ai toujours été étonné par les engagements des gens autour des clubs régionaux. Et je pense que la France, c'est les grands groupes, c'est aussi les entreprises plus modestes. Et je pense qu'il y a des réalités de terrain
où je pense qu'il y a des choses un peu fabuleuses et qui peuvent être encore mieux développées au niveau du terrain parce que je pense vraiment que ce qu'ils manque parfois, c'est le mieux nous connaître encore. Et dans les clubs, au niveau régional, au niveau local, je pense qu'il y a de plus en plus de télévisions locales qui vont se développer et je pense que c'est ça aussi la solution, c'est que je pense que le sport de haut niveau, le sport de haut niveau, c'est génial, mais ça fait des stars qui sont très loin de nous. Alors qu'en fait, le plaisir du sport, c'est aussi, moi j'ai eu le plaisir à voir mes enfants jouer au basket, mais j'aime aller voir d'autres enfants parce qu'en fait, et là je pense que là, dans tout ce que tu fais, peut-être que là il y a un axe intéressant parce que c'est tout le territoire et c'est une échelle qui a un impact fabuleux. Une entreprise, lorsqu'elle finance, elle accompagne des clubs locaux, c'est plus qu'entreprise, c'est vraiment quelque chose d'important. Et donc, si vous avez un petit mot final sur cette, bien que ce soit à l'étranger et tout ça, moi j'ai le souvenir quand même de ce, ce, ce tissu, ce réseau de clubs avec des dirigeants fabuleux, parfois isolés. Et puis peut-être que s'il y avait encore plus de densité et de qualité globale appliquée au sport de proximité, ça peut organiser des choses extraordinaires et pas seulement des clubs énormes avec des budgets énormes, des joueurs hors sol, alors qu'en fait, souvent, nos élèves, ils aiment bien, c'est la proximité. Bah ouais, ils sont dans la petite association sportive du coin, la petite ou la grosse association sportive du coin d'ailleurs. Et ce que tu dis là, c'est quelque chose effectivement qu'on parlera dans les podcasts. C'est le rapprochement aussi du monde associatif et du monde de l'entreprise, hein. Parce que comme tu disais tout à l'heure, le monde de l'éducation bah, s'inspire de l'entreprise. Je pense que l'entreprise a aussi à regarder du côté du monde de l'éducation. Et c'est vrai aussi avec les associations. Je sais plus combien il y a de millions de gens qui sont dans les associations. Enfin, dans les 5 sports majeurs en France, il y a quasiment 5 millions de gens qui sont licenciés et qui tous les week-ends jouent en équipe avec un leadership de partenariat, etc., de capitanat. Ils seront jamais des stars, ils seront jamais des stars, mais on seront très heureux. Parce que c'est ça que moi me paraît important dans le sport, c'est pas parce que tu es une star que tu es heureux. Des fois, c'est ça qui me fait un peu peur. C'est l'émotion extraordinaire du sportif de haut niveau qui a gagné la Coupe du Monde, tout ça. Je suis pas sûr qu'elle soit si différente du, euh, du gamin du dimanche qui a fait son truc. Je sais pas si elle est si différente. Et on veut nous croire. Elle n'est pas différente. Elle n'est pas différente. Je crois que tu as raison, hein. C'est les petites victoires de chacun qui sont importantes pour progresser plutôt que des gros résultats. Et heureusement, parce que sinon, s'il fallait le champion du monde pour être heureux, Ils ne seraient pas nombreux, hein. Ils seraient pas nombreux. Bon, Jamil, merci hein, pour. c'était un plaisir. Puis, j'espère à bientôt. À bientôt. Allez, salut Jamil. Ciao.